Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est l'heure que je vous présente ma pile à lire du mois de janvier. Commençons tout de suite avec les obligations. Il me reste quelques livres que je dois absolument lire pour un projet précis et la date de tombée est genre mi-janvier. Donc, je vous présente les 4 livres qui me restent à lire en termes d'obligations. Il y a Aporia, premier tome qui se nomme Lance aux malices de Bruno Massé, publié chez Fides. Donc ici, on va parler Aporia est menacée. Les cultures s'effondrent, les horreurs se rapprochent, le temps va bientôt manquer. En attendant, les diables et les diablesses de Lance aux malices dansent avec insouciance. Prospère, cette cité à l'art décadent et aux intrigues sulfureuses s'approvisionne dans l'Interland, un territoire soumis où la désolation et l'étrange règnent. Au sein des remparts de Lance aux malices et au-delà de ces murs, 3 femmes, 3 combats. Viviane, la sorcière de sang, que tout le monde craint jusqu'à ce que les diables aient besoin d'un miracle. Marguerite, l'artisane solitaire qui a vu ce qu'elle n'aurait pas dû. Et Blixa les clous, la forgeronne qui n'a plus rien à perdre sur le sentier de la révolte. Donc, c'est une dark fantasy, le premier tome d'une série. Voilà ma première obligation. On change de registre pour ma deuxième obligation, soit les traducteurs imaginaires, représentation des traducteurs, traductrices et interprètes dans la littérature québécoise par Jean Delisle. Donc, cet ouvrage nous immerge dans l'univers fictif de la traduction. En s'appuyant sur un vaste corpus, l'auteur trace le portrait du personnage traducteur dans la littérature québécoise. Souvent traducteurs eux-mêmes, nos écrivains ont mis en scène plus de 530 traducteurs, traductrices et interprètes et pas moins de 25 machines à traduire aux performances stupéfiantes. Cette profusion de traducteurs de papier pourrait bien être un trait caractéristique de notre littérature. Les auteurs explorent les multiples facettes de la traduction linguistique, professionnelle, littéraire, historique et culturelle. Il y a, pétri dans la pâte de leurs œuvres, un véritable discours sur la traduction et son exercice. Donc, en terminant ce livre, le lecteur aura découvert les grandeurs et les misères de la traduction et acquis la conviction que le traducteur est un personnage type de notre littérature au même titre que l'écrivain et le professeur. J'ai bien hâte de voir si ça va pas être trop ardu. On a de l'historique avec l'héritage du grand chêne de Louise Caron. On est à La Rochelle en 1791. Jamais Marie-Angélique Delavoye n'avait envisagé de renouer avec ses racines de l'autre côté de l'océan. Cependant, un climat de terreur règne à présent sur la France et Nicolas désire finir ses jours sur les rives du Saint-Laurent. Même si elle est déchirée à l'idée de laisser derrière elle 3 de ses enfants, elle accepte de suivre son époux dans ce nouvel exil. Seule Anne, leur fille cadette, les accompagne. C'est ainsi que Pierre prend la relève de son père à la barre du négoce de cuir, ayant fait la renommée de la famille. Judith, sa sœur mal-aimée, le seconde dans son commerce. Quant à leur frère, Jean-Samuel, musicien à la cour du roi, il habite toujours la maison de ses parents avec sa femme. Tout semble aller pour le mieux, jusqu'à ce qu'un malencontreux oubli entraîne de lourdes conséquences sur le clan. Alors, voilà pour ma 3e obligation. Et ma 4e et dernière, c'est L'impossible mission de Charlotte, Charlotte Rouleau de Marie F. Potvin. Charlotte, c'est Charlotte. Une Montréalaise de souche et une Québécoise enracinée. Une femme déterminée et explosive qui a manqué le train du progrès, mais qui attend toujours celui de l'amour et du bonheur. Lorsqu'un petit papier rose atterrit inexplicablement sur son balcon, elle est soudainement expulsée de sa petite ville factice et investie d'une impossible mission. C'est alors qu'un tourbillon d'imprévus vient frapper à sa porte, bousculant sa vie socialement et culturellement hermétique, la forçant à revoir sa conception livresque du monde. Ce vent de délire la soufflera jusqu'à Saint-Martin en France, où des circonstances incroyables et des personnages plus grands que nature l'attendent de pied ferme, tous unis par un même crime. Alors voilà pour ma dernière obligation. En parlant d'obligations, il me reste un service de presse que je n'ai pas lu de l'année dernière, donc je veux vraiment le prioriser parce que j'aime pas ça les laisser traîner. C'est
Angelou, Rédemption de la fille du silence de Vicky Mujinga Kalambai. Donc ça, c'est la suite de Mwadji, dont je vous ai déjà parlé, qui est de cette autrice-là. On va découvrir deux femmes, on va continuer à suivre Mwadji, et on va découvrir Nzita. Donc ça va être deux femmes exceptionnelles qui vont unir leur destinée à travers une histoire singulière. L'une va se dévouer à la protection des droits des albinos, l'autre va s'engager en faveur des personnes handicapées. C'est un récit émouvant qui célèbre l'amour maternel et la puissance de la solidarité humaine, illustrant comment ces femmes surmontent les obstacles pour créer un monde meilleur. En parlant d'obligation-ish, en fait, il y a personne qui m'oblige, mais le Club des mentis, au mois de janvier, on lit Crash de J.G. Ballard. Son petit prénom, je l'ai ici, là. James Graham Ballard. Résumé de Sylvain, lorsqu'on a terminé le live de décembre, qui était celui de Dr. Sleep, qui a dit « Sexe, drogue et accident de char ». Je suis pas mal sûre des deux, du premier puis du dernier, je me souviens plus du deuxième. Allons voir ici le petit résumé. Donc, après avoir causé la mort d'un homme lors d'un accident de voiture, James Ballard, le narrateur, développe une véritable obsession pour la tôle froissée. Enrôlé par Vaughan, un ex-chercheur qui aime reconstituer des accidents célèbres et va même jusqu'à en provoquer pour assouvir ses pulsions morbides. Ballard se verra progressivement initié à une nouvelle forme de sexualité, le mariage de la violence, du désir et de la technologie. Donc, on ausculte les rapports de l'homme à la technologie dans un monde perverti par les machines et un roman troublant qui mêle perversion, sexualité et réflexion politique. Voilà ce que ça nous propose. Une dystopie, ça risque d'être intéressant, pas mal dans mes cordes. Ça va dépendre à quel point j'aime la tôle ou pas. Toujours en parlant d'obligation-ish, mon club de lecture avec les rendez-vous du premier roman, section hors Canada, il me reste 4 ouvrages à lire. J'ai peu d'espoir de lire les 4 ce mois-ci, mais je sais qu'il y en a 2 de disponibles, donc au moins ces 2-là. Le premier, c'est La poète aux mains noires d'Ingrid Glowacki. Alors, le destin de Marie Talbot est retracé depuis ses origines paysannes et la découverte de l'artisanat grâce à son père potier réputé. En l'observant, elle acquiert un certain savoir-faire qui fait grandir sa réputation jusqu'à sa réalisation complète en tant qu'artiste sculptrice. Mariée à un homme mesquin qui la vole, elle trouve du réconfort auprès de George Sand. Puis le deuxième, qui est dans les mains de certaines de mes collègues du club de lecture, c'est On n'est plus des gens normaux de Justin Morin. En 2017, Pay fonce avec sa voiture sur la terrasse d'un restaurant faisant des dizaines de blessés. Angela, 13 ans, meurt sur le coup. Journaliste J. Morin couvre le procès et rencontre la famille d'Angela, mais aussi la sœur du coupable. Basculant dans la fiction, il puise ici dans l'imaginaire pour interroger le réel. Lui, c'en était un de la liste préliminaire qui me tentait vraiment. Puis il y a vraiment des thématiques là, où accident slash meurtre slash procès. Donc, on est vraiment dans ma talle. J'ai bien hâte de le lire. Je pense que ça pourrait être un bon candidat pour être dans mes tops. Sinon, 3 trucs qui me tentent vraiment. Il y en a 2 qui ont vraiment ressorti en 2024 dans des bonnes lectures, dans des tops et tout. Il y en a un qui me tente vraiment de par son sujet. Donc, je vous ai parlé déjà de 10 jours de Marie Laberge que j'ai acheté tout récemment. Je vous en ai parlé. Il n'était pas dans ma purge parce que je ne les avais pas reçus, mais dans mes 25 livres que je veux lire. Donc, c'est ça. 10 jours, c'est ce qui lui reste. Quand le compte à rebours est amorcé, la lucidité exige sa place sans frimer. L'heure n'est ni au mensonge ni au détour. Le journal que cette femme tiendra pendant ces 10 jours exaltera donc ce qui constitue les fondements de sa vie, les échecs autant que les heures glorieuses. Les enfants, les amants, les amours, licites ou illicites, les élans, coups de cœur et de corps, coups de désir. Mais surtout la vérité nue qu'on évite ou qui nous évite quand le temps est élastique. Ce roman percutant s'ouvre sur une urgence qui nous happe et se referme en nous laissant aux prises avec la plus féroce des passions, celle de vivre. C'est-tu écrit épistolaire? Kind. Ouais, c'est ça. Il y a comme 10 jours, là, un long chapitre épistolaire. Donc, je pense que ça, en plus, ça rajoute une couche pour le fait que je risque fortement d'apprécier ce livre-là. Même pas morte de Geneviève Rioux, il était dans mon petit bundle là, que j'ai acheté ensemble. Donc, celui-là, c'est un coup de cœur là, de bien des gens à la fin de 2024 et il est sorti en 2024. Donc, on va suivre Steph qui va être victime d'une tentative de viol
et agression physique en plein milieu de la nuit. On va voir ce moment-là qu'elle va vivre, qui est une scène d'une violence extrême, puis on va suivre le parcours par la suite, donc sa reconstruction, mais aussi toute l'enquête de comme qui est cette personne-là qui lui a fait ça, et ça semble, selon les informations, être quelqu'un proche d'elle. Elle a un grand cercle, beaucoup d'amis, beaucoup de milieux différents, donc il va y avoir comme un petit défrichage de comme qui pourrait être cette personne. Donc on a vraiment le et après au niveau médical, au niveau judiciaire, au niveau procédural, je pourrais vous dire, mais aussi au niveau personnel, tout ce que ça implique. On a un genre d'enquête parce qu'on va essayer de découvrir qui est cette personne-là qui lui a fait vivre ce drame-là. Puis il va y avoir aussi plusieurs choses parce que, entre autres, sa mère avait déjà vécu une situation similaire. Donc ça, c'est le livre que je veux lire, un des premiers livres que je veux lire au début du mois de janvier. Ça semble très touchant, ça genre pas autofiction, mais tu sais, ça découle du vécu, ça risque d'être renversant. Et on a Avide de Myriam Vincent qui ressort très fort aussi à la fin de 2024, son troisième ouvrage à cette autrice-là. Dans celui-là, on va suivre une protagoniste qui est aliénée par son travail, découragée par son maigre salaire au terme de plusieurs années d'études et obnubilée par l'horizon d'une vie meilleure. Ève abandonne tout pour participer à la chasse au trésor organisée par Solange McKay, riche collectionneuse d'art voulant promouvoir le plein air. Le butin est caché dans un des parcs nationaux du Canada et elle pense avoir trouvé un indice quant à son emplacement précis. Ses chances sont quand même meilleures que de gagner à la loterie, non? Avec tout cet argent, elle aura finalement de quoi être heureuse, non? Donc, ça brosse un portrait douloureux de l'univers du travail, des écarts de richesse et des ambitions professionnelles qui, derrière les promesses d'une vie accomplie, poussent trop souvent au désespoir. Entre suspense, humour et cynisme, Avide propose une exploration à la fois sensible et violente de l'obsession de la réussite, du bonheur et de l'amour. Et là, je rajoute un petit volet parce que dans les derniers mois, j'ai beaucoup utilisé les livres audio et j'ai beaucoup de routes à faire pendant la semaine. J'ai un genre de 40 minutes matin et soir, donc l'équivalent là, proche d'une heure et demie au total de ma journée. Puis j'ai vraiment développé quelque chose de le fun avec les livres audio, à les écouter pendant ces moments-là. Avant, j'écoutais la radio ou des chansons, mais là, on dirait que je suis partie sur une petite vibe d'écouter des livres audio. J'ai en tête 3 livres que j'aimerais bien lire pour le mois de janvier. Ce sont des petits livres, avec je pense que ça va se lire quand même assez rapidement, même si je les écoute à vitesse 1. En tout cas, je risque de les écouter à vitesse 1. À la fin du mois de décembre, là, j'en ai clenché un, mais je pense pas que je peux écouter ça si vite que ça en étant concentrée sur la route. Et je veux faire un concept avec ces 3 livres-là. Donc, vous allez peut-être voir c'est quoi le filon, découvrir qu'est-ce qui les relie. Un des ouvrages qui ressort très fort, c'est La dernière allumette de Marie Vareille et je l'ai trouvé en audio, donc je vais me lancer. Ce que ça dit, Abigail vit recluse dans un couvent bourguignon depuis plus de 20 ans et ne se souvient que très peu de sa vie d'avant et de l'événement qui l'a poussée à se retirer du monde. Quand elle apprend que son grand frère Gabriel, artiste brillant vivant à Paris, est tombé sous le charme de la jeune Zoé, Abigail est très inquiète. Ça dit pas grand-chose pour le moment. Un autre que j'ai trouvé en audio, c'est Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne. Boyne? Oh, John Boyne. Cyril Avery n'est pas un vrai Avery et il ne le sera jamais, ou du moins c'est ce que lui répètent ses parents adoptifs. Mais s'il n'est pas un vrai Avery, qui est-il? Né d'une fille-mère bannie de la communauté rurale irlandaise où elle a grandi, devenu fils adoptif d'un couple dublinois aisé et excentrique, Cyril se forge une identité au gré d'improbables rencontres et apprend à lutter contre les préjugés d'une société irlandaise où la différence et la liberté de choix sont loin d'être acquises. Donc, John Boyne fait revivre l'histoire de l'Irlande des années 1940 à nos jours. Les fureurs invisibles du cœur nous fait rire et pleurer et célèbre le pouvoir de guérison de l'âme humaine. Et le dernier ouvrage que je rajoute sur cette bonne palle, c'est Parfois je mens d'Alice Feeney. Feeney? Amber est à l'hôpital dans le coma, incapable de communiquer avec le monde extérieur. Son esprit est pourtant bien vivant et elle se demande comment elle a pu se retrouver dans cette situation. Elle soupçonne son mari d'être responsable de son état. Et c'est un premier roman. Alors voilà.
C'est mon plan quand même assez gros pour le mois de janvier, mais j'essaie d'y aller avec des envies, des obligations, puis d'essayer de wrapper certaines choses, de terminer certains concepts, certaines choses que je dois faire. Donc, j'y vais de ce pas en essayant de mélanger aussi les lectures qui me tentent vraiment. Et ça ressemble à ça pour mon mois de janvier. J'espère que je vais arriver à cocher la majorité de ces cases. Ça serait mon plus grand souhait. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.